On va démarrer, puisqu'on est exactement à l'heure. Alors, bonjour tout d'abord à ceux qui sont en vidéo et qui n'ont pas, voilà, qu'on ne voit que par l'écran. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre parce que bon, c'est souvent le problème, on oublie les gens en vidéo. Donc, si vous entendez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Bonjour Martine. Voilà, donc merci à tous et toutes. Merci à Miguel de représenter la gente masculine. Voilà, donc Camilla, depuis quelques années, accueille tous les premiers mardis du mois les structures qui sont un peu innovantes dans tous les thèmes que représente l'économie sociale et solidaire. Ce soir, nous allons plus spécifiquement mettre à l'honneur les structures qui travaillent sur le cancer et les maladies, les affections de longue durée. D'abord, donc, merci d'avoir accepté cette invitation. On va essayer dans cette présentation enfin, tout au moins dans ce débat, puisque c'est un débat, voir un petit peu en quoi les structures de l'ESS ont un sens et une obligation sur le territoire. Pourquoi on a dû s'emparer de ce sujet. Donc, dans un premier temps, ah oui, ben c'est vrai, suis-je bête? Je me dis, il me manque quelqu'un. Ah bah oui, on est partout là. Clémence, qui devait être avec nous, donc de Godefroy-les-Coux, a malheureusement été malade ce matin et pour éviter de contaminer tout le monde, a gentiment proposé d'être en visio seulement. Donc, on te remercie de nous avoir rejoints malgré tout. C'est quand même très chouette. Et donc, on va commencer peut-être par essayer de voir quelle est l'origine du projet. Qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a fait sens chez vous pour créer un projet de ce type? Donc, par exemple, Life, Véronique, peut-être pourrais-tu nous expliquer Pourquoi comment live? Life est né déjà? Alors, c'est vrai que souvent, je trouve, à mon sens, que des histoires compliquées et dramatiques amènent des sujets et des réponses super. Nathalie Savario, donc, qui est présidente de l'association, est tombée malade. Elle vivait à Paris, elle a eu un double cancer et elle s'est retrouvée dans la rue avec son fils de 7 ans. Et elle s'est dit, là, c'est pas possible, il y a une carence, il y a un problème quelque part, ça peut pas rester comme ça, il faut trouver une solution, je crée l'association. Ça fait à peu près 10 ans maintenant, pardon, je me tourne, elle a créé l'association et justement pour répondre à ce moment violent qu'elle a vécu et pour aider les gens qui vont se retrouver dans sa situation. C'est le début, sa jeunesse. Très bien. Comment a démarré Lorraine? Parce que ça remonte, c'est hors de notre territoire. C'est vrai. Comment a été créé Alors, Keep a Breast? Keep a Breast a été créée, c'est une fondation américaine à l'origine, donc elle a été créée il y a 23 ans exactement, par des figures du milieu street art en fait, aux États-Unis. Une jeune femme, une jeune artiste qui avait 28 ans, Margaret Kilgallen, était enceinte et elle a eu un cancer du sein. Et elle était enceinte sa grossesse était suffisamment avancée. Du coup, elle n'a pas voulu avoir de chimiothérapie pour pouvoir mener sa grossesse à bien. Et elle est décédée quelques mois après avoir donné naissance à sa fille. Et la communauté du street art a été secouée par ça, dont la fondatrice de Keep a Breast, Shani, et une amie à elle, allemande, avec qui elles avaient créé. Elles organisaient des événements autour du street art, en fait. Et elles ont dit, mais elles avaient vu le film sur Frida Kahlo, où on la voyait peindre son buste en plâtre. Elles ont dit, non, mais attends, c'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça. Il faut absolument, que c'est des amis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors elles ont demandé aux copines si elles pouvaient mouler leur sein en plâtre, et elles les ont fait peindre les bustes par les artistes du street art, qui étaient déjà de grands artistes, hein, enfin, qui étaient en tout cas aux États-Unis très, très populaires. Et ça a fonctionné tout de suite. Donc les fonds qu'elles ont levés la première année, ça a été pour la famille de Margaret, le papa qui se retrouvait tout seul avec cet enfant. Et puis par la suite, elles ne voulaient pas du tout créer une fondation ou une association, mais très rapidement, elles ont été contactées par des jeunes qui leur disaient, mais il n'y a rien pour nous, il n'y a rien pour les jeunes. On ne savait même pas qu'à 28 ans, on pouvait avoir un cancer du sein. Et donc là, elles ont commencé à vouloir faire des matériaux éducatifs.
Et ça a pris quelques années. Les premières années, c'était vraiment juste de distribuer des fonds, de récupérer collecter des fonds et les distribuer. Et après, ils ont commencé à faire les cartes d'autopalpation. Et c'est là que je suis rentrée dans l'organisation et que j'ai développé les programmes de la fondation. Donc, je dirige maintenant, mais je dirige les États-Unis depuis 15 ans. Donc ça, c'est la deuxième étape que Oui. l'on va voir. Et Clémence, donc, pour Gotcha les coups, d'où Et est l'idée de Gotcha les coups? alors, l'idée, elle est partie de l'histoire de Sylvie, qui est la fondatrice de l'association, qui était suivie à l'hôpital de Bayonne pour un cancer du sein. Au début, elle avait commencé ses traitements à l'hôpital américain et elle était en plein Covid. Ils ont dit surtout, si vous avez une maison ailleurs, partez vous faire soigner. C'est comme ça elle est arrivée ici. Et elle, finalement, elle mettait tous ses soins de support, le sport, le psy, diète, enfin tout, beaucoup de choses autour en fait de ces traitements lourds qui lui permettaient de bien vivre ces traitements, qui étaient une chimio très lourde. Et pendant ces chimios à l'hôpital, les gens lui posaient beaucoup de questions. Elle était là accompagnée, elle a formé, elle donnait les liens, les webinaires, enfin tout ce qu'il fallait. Et elle s'est dit, mais pourquoi c'est moi qui le fais en tant que patiente? Pourquoi est-ce que l'hôpital ne donne pas accès à toutes ces informations? Donc, elle a échangé avec son médecin, qui est le docteur Grelletti, et elle a demandé à rencontrer le directeur de l'hôpital, Michel Glane, en lui disant, mais pourquoi finalement l'hôpital, en proximité et ailleurs, ne propose pas, même s'il y a quelques petites choses, mais il n'y a vraiment pas assez d'accompagnement. Et il lui a répondu 3 choses qui sont les fondements de l'association. Vous êtes d'une catégorie socio-professionnelle élevée, donc vous avez accès à l'information, vous savez aller sur les réseaux, Rose Up, droite, gauche, pour vraiment avoir accès à ça. Vous êtes très bien entouré, vous avez vos proches, vos familles, et vous avez de l'argent pour vous payer tout ça. Et finalement, tout le monde n'a pas ces 3 choses ensemble, et c'est ça qui a donné naissance à l'association. Ailleurs en France, il existe des structures un peu similaires. Vous avez les Maisons Roses à Bordeaux, les Maisons Roses à Paris également, l'Institut Raphaël. Et on a regardé un petit peu ce qui marchait, ce qui nécessitait d'être optimisé. Et c'est comme ça qu'on a créé Gauche à l'écoute en avril 2021. Et on a mis 1 an pour structurer l'association et se lancer il y a tout juste 1 an. Merci Clémence, merci déjà sur cette première volée. Et donc, une fois que ça a été créé, donc on comprend assez vite que Keep Up Breast, c'est plus dirigé vers de la prévention. Et par contre, pour Life, c'est plus l'aspect financier, aide Oui. plutôt dans Réponse cet aspect. financière. Et Clémence, plutôt dans le soin, je dirais, dans son ensemble. Le care, moi j'appelle ça le care. Voilà. Est-ce que, comment à un moment donné d'une idée d'une fondatrice, on arrive à, parce que là, il faut aujourd'hui une très grosse association, Brest aussi, et Clémence Gotcha-les-Clous démarre, mais marche très très bien. Comment ça s'est passé et pourquoi il n'y avait aucune réponse de la collectivité pour que Life, ce que disait Clémence tout à l'heure, à savoir, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien qui existait dans le CARE autour du soin à Bayonne. Mais est-ce que c'était le cas pour la partie financière? Est-ce que... Alors, je pense que le choc de se retrouver dans la rue sans salaire, parce qu'on n'a pas tous des métiers qui ont des salaires derrière, où ça rebondit, euh, une réponse financière rapide comme la nôtre, comme Life, n'existait pas. Et il y a bien la Ligue contre le cancer, etc. Mais ça prend plus de temps. Ils font une commission par mois. Nous, on fait une commission, voire 2 par semaine. Et je pense qu'il y avait besoin d'une urgence avant la réponse de l'État et social, qui est l'aide adulte handicapé, qui prend parfois 3 mois, 6 mois, etc. Nous, on est dans l'urgence de précarité. Les gens doivent garder leur toit sur leur tête, ils doivent garder, ils doivent manger, ils doivent payer leur électricité. On est dans la réponse d'urgence qui n'existe d'ailleurs pas encore, malheureusement. Elle existe, mais elle n'est pas connue. Voilà, elle existe, Parce mais elle n'est pas existe développée dans la... Il y a des associations, il y a d'autres associations, mais... Même des centres communaux d'action sociale ou absolument. un département qui est censé... mais notre relais étant les assistantes sociales et la réponse est rapide. Le relais, donc, on peut aller. Alors, c'est le cas aussi pour Keep Up West où ça s'est développé différemment, cette prévention.
qui aujourd'hui est au Elle, cœur elle s'est développée, en tant qu'outil pédagogique avec les outils. C'est-à-dire qu'on a commencé avec du papier et maintenant on a une application. Elle s'est développée en termes de territoire. On a commencé aux États-Unis, et maintenant on va sur le terrain en Afrique, en Amérique du Sud, enfin on va partout. Enfin, on va pas partout, mais en tout cas elle est disponible partout. Et elle s'est développée en termes presque de genre. Avant, l'application était uniquement destinée aux femmes. Maintenant, elle est également destinée aux hommes. Donc, en fait, les mentalités ont énormément évolué. Et aujourd'hui, elle se développe parce que quand je suis rentrée des États-Unis il y a 15 ans, en disant il faut que l'autopalpation soit au centre du parcours de sensibilisation et de prévention, toutes les portes étaient fermées. Aujourd'hui, tout le monde quasiment, on est convaincu et propose des supports de l'autopalpation, le support de l'autopalpation. Donc, elle a évolué de bien des manières, la langue, le territoire, la démographie qu'on cible. Ouais. C'est quoi cette application alors? Keep Abreast, c'est du nom, on aura, voilà. Voilà, il y a toutes les. Oui. On va voir ensuite comment, techniquement, comment on prend contact et comment on peut effectivement, ne serait-ce que connaître l'application ou connaître le service de Life. Pour Gotcha-les-Coups, comment est-ce que ce sont les médecins et l'hôpital seulement? Comment vous avez développé la connaissance de Gotcha-les-Coups? Et typiquement, comment on se présente? Parce que autant Life et Keep Abreast, c'est une appli et une commission, autant Gotcha-les-Coups, la particularité, c'est quand même aussi un lieu de vie. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer, nous... Alors, tout à fait. Au début, les médecins nous ont regardés avec des grands yeux en disant, mais qui sont ces deux personnes qui viennent pas du monde médical, encore une patiente qui veut créer un projet. Et on leur a dit, non, mais en fait, on va le faire coûte que coûte. Avec Sylvie, on s'est rencontrés à peu près 3 semaines après qu'elle ait eu l'idée du projet. On s'est tapé dans la main, on s'est donné un an pour monter le projet. Et on a beaucoup benchmarké sur ce qui existait ailleurs en se disant, OK, il faut un lieu d'accueil physique parce que les gens ont des difficultés à aller à droite, à gauche, voir le kiné, plus après aller voir la socio-esthéticienne, aller voir la prof de sport. Et finalement, il n'y avait pas de réponse coordonnée. On avait des professionnels sur le territoire, mais il n'y avait pas de lieu centralisé. Donc ça, c'était vraiment la première chose. La deuxième chose, c'était qu'on finançait. On a décidé de financer ce qu'on fait aujourd'hui, tout l'accompagnement qu'on propose. Les gens n'ont qu'à payer 30 € de cotisation et après, c'est nous qui rémunérons les intervenants. On a plus de 24 heures d'activité qui sont proposées par semaine et on a créé un conseil scientifique qui justement nous a accompagnés dans le développement de l'offre avec des établissements de tout le territoire. On a également un partenariat avec Bergonier et on a été labellisé par l'ARS. L'ARS qui trouve ça génial, mais qui derrière n'a aucun financement. Et donc, en fait, finalement, c'est là où les sujets sont assez intéressants. Les soins de support, donc c'est tout ce qui se rapproche en fait de la prévention tertiaire. C'est limiter les séquelles des traitements et les effets secondaires. Aujourd'hui, vous aviez l'ancien ministre de la Santé qui vous disait qu'il fallait réduire de 2 tiers à 1 tiers les effets secondaires dans les 5 ans qui suivaient. Mais alors c'est génial, mais derrière, il n'y a pas d'argent en fait des politiques publiques, ou très 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 peu, qui sont destinées aux établissements de santé, et ça on le comprend. Donc on a monté le projet et on a eu assez vite en fait la confiance des établissements de santé qui nous adressent leurs patients. Les médecins en fait nous adressent directement, mais n'importe qui entendrait parler de l'association peut nous appeler et peut adhérer. Il n'y a aucune limitation en fait en termes d'adressage et on propose en fait un entretien d'accueil avec notre coordinatrice de parcours, Marie-Laure, qui est infirmière de formation, pour faire un bilan sur les besoins, les attentes, et on peut aussi faire le lien avec le monde médical. Donc on a créé cette passerelle entre les établissements et notre structure, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un modèle qui n'existe pas ailleurs sur le territoire en France. Et là, ça me permet de rebondir sur bravo. Enfin, c'est vraiment en plus il faut visiter cette maison parce que c'est un. Moi, j'appelle ça un havre de paix. C'est un pur bonheur. Elle est où? Elle est entre Saint-Pé et sur l'ancienne route. Plus proche de Saint-Jean, on est à 5 minutes de la sortie d'autoroute de Saint-Jean-de-Luz. Et sur l'ancienne route de Saint-Pé, très facilement trouvable. Mais et donc la question que vient d'évoquer Clémence, qui est de dire n'importe qui peut contacter Gotcha-les-Coups. Est-ce que dans vos deux associations, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que les gens vous sont envoyés par le médical ou par les assistantes sociales, Lorraine ou Véronique? Nous,
on a parfois la surprise de comment on commence à entendre des gynécos qui proposent à leurs patientes l'application. Donc, ça a été notamment le cas de notre chargée de com, pas plus tard qu'il y a 15 jours. Donc, ça lui a vraiment fait plaisir parce qu'elle a l'impression que le travail qu'elle fait a porté ses fruits. Mais ça reste une diffusion assez organique quand même, hein. On est beaucoup sur le terrain, enfin on essaye en tout cas d'être le plus sur le terrain possible. C'est un peu le danger aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout faire par voie électronique. Donc on ne se rend pas vraiment compte de la dynamique et puis on n'est pas dans des soins de support. Donc on est finalement assez rarement, à part en octobre, en contact avec des femmes touchées par le cancer du sein. Bien que dans notre conseil d'administration, on est une chirurgienne scénologue, on est que le milieu médical soit vraiment représenté. Et pour Life? Alors pour Life, toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont touchés par le cancer, envoyés par, ça peut être un membre de la famille, une amie, essentiellement c'est assistante sociale, qui du centre hospitalier remarque qu'il y a un déséquilibre financier, il y a la précarité qui est en train de pointer son nez. Donc, essentiellement, ce sont les assistantes sociales. On travaille beaucoup avec les assistantes sociales de la Ligue contre le cancer aussi. Mais alors, toute personne du territoire français dom-tom atteinte par le cancer peut arriver soit seule parce qu'elle a entendu parler de Life et a rempli son dossier sur le site, soit nous, on aime être avec les personnels, les travailleurs sociaux, ça nous aide parce qu'on a un autre point de vue plus technique et on le dit souvent chez Life, nous ne sommes pas des assistantes sociales. Donc, on a vraiment le regard professionnel. On travaille ensemble et à mon avis, c'est ce qui fait aussi notre force. Mais tout le monde peut arriver chez Life. Tout le monde peut déposer un dossier. Tout le monde peut déposer un l'étudier, dossier. D'accord. Et ça peut aller jusque, donc, par exemple, le loyer qui est impayé, l'électricité. Voilà. Alors, tous les dossiers sont étudiés personnel, enfin, on prend chaque dossier indépendamment, on prend notre temps, on l'étudie. Parfois, la demande qui a été faite, c'est pas la réponse qu'on va leur proposer parce que finalement, ils n'avaient pas vu quelque chose qui se cachait. Essentiellement, on paye en effet des loyers. Il ne faut pas que les gens perdent leur toit. Ils sont malades. Le toit, l'électricité, manger correctement, c'est important. On paye aussi, on a payé cet été des colos pour des enfants dont la maman était en fin de vie, pour qu'ils aient un peu d'oxygène de vacances. On peut payer une aide ménagère. On peut, voilà. Ce qu'on ne fait pas chez Life et que fait essentiellement la Ligue, c'est payer les obsèques et tout ce qui est perruque. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne fait pas, on laisse ça à la Ligue. Nous, ce sont des fonds privés qu'on récupère à la sueur de notre front et on est obligé, voilà, d'étudier très précisément l'argent qu'on dépense. Mais essentiellement, c'est ça, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est le toit, l'électricité, l'eau et puis manger. On travaille avec les magasins Leclerc, on a des cartes alimentaires, des cartes cadeaux et on envoie des cartes aux gens pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger. Tout le monde n'a pas envie de pousser la porte des Restos du Cœur ou des épiceries sociales. Ça leur permet de dépenser sans qu'ils soient espionnés. Vous êtes nombreux dans l'association? On est environ 25 bénévoles, beaucoup travaillent, donc on essaie de trouver. Ça va de 65 ans à 18 ans. On a 2 alternantes qui nous ont rejoints. Et c'est ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui ont été malades, mais il y a des gens qui ne sont pas malades. On a un peu tout type de... On a un homme. Et c'est vrai que c'est toujours ce qui est important, c'est de personnaliser chaque dossier et d'étudier vraiment, de discuter avec le patient, l'assistante sociale. On prend notre temps et on trouve une solution. L'idée, c'est pas de mettre un pansement sur une jambe de bois, payer un loyer quand on sait que derrière, ça va pas suivre. Il faut mettre en place le fonds solidarité logement. Il faut mettre en place des choses pour que ça soit pérenne et que voilà, on les aide pas comme ça. Allez, on paye un loyer et puis derrière, débrouillez-vous.
Alors, ça va nous amener à une autre question, mais j'ai envie de te poser une question, Lorraine. Là, on est effectivement dans la partie financière. Le public qui est... donc, le public, là, on vient de le voir, pour la partie pédagogique, vous allez dans les écoles, vous êtes... Parce que j'ai écouté le ministre de la Santé qui disait que cette année, ils vont mettre en place dans les écoles françaises, sur un plan national, de la prévention au papillomavirus. Et voilà, donc ça va partir de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'aide pour que cette pédagogie puisse fonctionner, c'est-à-dire se prémunir, essayer d'être, enfin, si je comprends bien, Oui. c'est avant tout, on essaye d'être en amont Absolument. du cancer. En fait, la grande difficulté, alors tout dépend des territoires, mais si je parle de la France, la grande difficulté, moi j'ai créé l'association Anti-Forest Europe en 2008. Et en 2008, vraiment, arrivé en parlant d'autopalpation, j'étais un ovni. Il n'en était absolument pas question. Parce que le plan cancer, il ne parlait pas du tout de ça. Il parlait du parcours qui amenait à faire une mammographie. Donc, tout ce qui était avant, et les jeunes, vraiment, mais personne ne voulait en entendre parler, hein. Ni les politiciens, ni la santé, ni l'éducation nationale, personne. Moi, mon rêve, c'était de faire des kits éducatifs qu'on envoyait. J'ai été infirmière de formation, donc c'était il y a un petit peu longtemps, mais je suis quand même, j'arrive de là quand même. Et j'ai bossé beaucoup sur le terrain pour des ONG. Donc, pour moi, c'était allons, envoyons ces kits éducatifs dans les écoles, dans les lycées, auprès des infirmières scolaires, et puis on pourra sensibiliser tout le monde. Il n'en était pas question, c'était même pas légal. La seule entité qui tolérait l'autopalpation, c'était l'OMS, dans une déclaration que j'ai trouvée et que j'ai balancée partout, pour les pays en voie de développement qui n'avaient pas accès aux soins. C'est intéressant. Les gens qui n'ont pas accès aux soins, bah, eux, ils peuvent apprendre l'autopalpation. Super, donc on se retrouve à savoir qu'on a une tumeur et à ne pas pouvoir se soigner. Donc la logique était... voilà. Donc à l'époque, il n'en était absolument pas question. Aujourd'hui, c'est différent. C'est vrai que j'ai un peu de recul, puisque nos actions sont différentes et nos stratégies, si on intervient en Afrique, où on va dire à une femme qui a un cancer du sein, bah, en fait, il faut que tu quittes le village parce que tu as le mal en toi et tu l'as parce que ta grand-mère a trompé ton grand-père, ou c'est des histoires comme ça. Donc le travail qu'on fait là-bas, c'est pour lutter contre les tabous. Le travail qu'on fait au Mexique, il est différent. Et le travail qu'on fait en France, c'est plus un travail de sensibilisation, mais auprès d'un public de plus en plus large. Ça va de la sensibilisation dans les prisons auprès des femmes qui sont incarcérées, avec qui on va travailler sur l'image de leur corps, l'image de leur poitrine. Et c'est beaucoup ça, en fait, l'application. On en parle en octobre parce qu'on dit oui, pour trouver quelque chose, vous avez cette application, c'est formidable, vous allez apprendre à connaître votre poitrine. Mais nous, ce qu'on dit, on veut que les femmes jeunes connaissent leur poitrine normale. À quoi ressemblent mes seins une semaine après mes règles? Est-ce que j'ai cette boule-là ou pas? Pour que, en le faisant régulièrement, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben, on n'ait pas peur si on sent quelque chose et qu'on sache quand il y a quelque chose de nouveau ou de pas normal. Et pareil pour les hommes qui connaissent la poitrine de leur chair et tendre ou la leur pour savoir à quoi correspondent les seins dans leur statut un peu normal. Donc, l'autopalpation en octobre, d'accord, c'est super, mais surtout, connaître sa poitrine et être bien dans son corps, c'est le message profond de l'association. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, puisque les tabous se lèvent, oui, des interventions peuvent se faire. On est beaucoup plus sollicité. D'accord. Et ce qu'on essaie, c'est d'avoir des partenariats sur du long terme avec des structures qui vont nous demander de la documentation ou d'intervenir. Que ce soit aujourd'hui, grâce aux vidéoconférences, qui est quand même assez extra quand même, de pouvoir éviter les avions, les trains et toutes les dépenses qui vont avec. Et puis bah, sur le terrain, quand on peut, l'équipe Anti-Forest Europe, je dis on, mais moi je travaille surtout à l'international pour les États-Unis, donc j'interviens très peu. Ce soir, c'est ma première intervention France. Ouais. Et je suis ravie. Non, mais c'est super. Je ne sais pas si vous bah, ouais. Non, mais je trouve voilà. On est super fiers. Hein, oh, bah, vraiment, c'est. Ils m'ont envoyé parce qu'ils n'avaient personne d'autre sous la main. Mais non, c'est une toute petite équipe. Les filles sont au taquet et interviennent autant qu'elles peuvent sur le terrain pour avoir voilà, ce côté. Il y a un siège ici, quoi. dans la région? Alors, absolument. Il y a un siège dans la région, un peu plus au nord. Si vous arrivez à passer la Dour, encore un peu plus au nord, si vous passez quelques rangées de pins, vous arrivez dans un charmant village pétrolier
de France par Anti-sans-bornes. Ouais. Là, oui. Et c'est là que s'est installé Keep West Europe, parce que c'est là qu'en rentrant des États-Unis, je me suis installée. Et du coup, bah, c'est magique, tout le monde arrive à s'installer là. Elles viennent de prendre un bureau, c'est tout nouveau, il n'y a pas eu de bureau à Keep West depuis au moins 5 ans. Mais avant, on était à Bordeaux, on avait lancé une maison d'accueil aussi, et on proposait des soins aux femmes à Bordeaux-Centre. Puis quand j'ai pris la direction de la Fondation américaine, j'ai dû quitter tout ça. Est-ce que tu peux ouvrir, il y a Christophe Babin qui arrive. C'est bien, il y a un deuxième homme qui arrive. Ah. Donc, on peut imaginer que dans les lycées, Ah oui, hein. ça se développe. Ah, il faut. Ouais, d'accord. Donc, pour l'instant, on ne peut que imaginer. Alors non, on intervient dans les lycées. Hein. D'accord. Ah oui, oui, oui. Hein. On a même intervenu dans les maternelles, hein. Dans les petites écoles. Oui, oui. Donc, non, c'est pas le début, la dynamique n'est pas, on n'a pas la même. Bonsoir, et mes excuses. Je n'ai pas compris exactement quel était le territoire de Life. Alors, Life, on agit sur toute la France et les dom-toms. Ouais. C'est national. D'ailleurs, on agit. Alors, le siège est à Biarritz. On agit d'ailleurs assez peu à Biarritz. C'est ça qui est assez. Voilà. Mais alors, par contre, pour toutes ces actions, que ce soit pour Butchalikou, pour Life ou pour Keep West, à vous entendre, il y a forcément derrière des moyens financiers. Comment trouvez-vous les moyens financiers, puisque aujourd'hui, vous avez quand même un peu de recul. Qui sont vos financeurs? Ça, c'est la vilaine question. Alors, nous, on a eu la chance, l'extrême chance, d'avoir pendant 2 ans les Ladies Circle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un club style Rotary, etc. Elles font des actions toute l'année, là pendant 2 ans, et tout ce qu'elles récoltent comme fonds, ça peut être vendre des crêpes, faire un vide-grenier. Pendant 2 ans, les fonds étaient reversés à Life. Et on a eu un très, très, très beau chèque. Et on fait, après nous, on va dans des petites manifestations au Basque Rugby 7 tout le week-end, vendre des cafés 1 euro. On fait des manifestations, on fait la bistronomie à du cœur à Bayonne le mois prochain. Ce sont des chefs de la région qui cuisinent. On récolte des fonds comme ça. En fait, toutes les petits sous, on va les chercher, même si c'est 10 euros, parce qu'on sait que un loyer, ça peut être que 250 euros quand c'est des logements sociaux, et donc 200 euros, c'est un mois de loyer pour une personne qui est en difficulté. Voilà, mais ce sont que des fonds privés, on n'a pas de fonds qui arrivent. C'est ça. Et pour Keep West? Alors, nous, on n'a pas de fonds publics non plus, on n'a jamais eu encore de subvention publique. Mais l'équipe est vraiment toute petite, hein. On a 2 personnes freelance qui travaillent à mi-temps pour Keep West Europe. Il n'y a pas d'intermittent, il n'y a pas de stagiaire. Donc du coup, on se concentre plutôt sur les gros portefeuilles. On cible, on essaie d'aller, on essaie d'aller à l'essentiel. Mais c'est vrai que l'histoire en fait de l'association, la longévité de l'association, fait qu'on a des partenaires historiques qui vont se mobiliser et qui permettent à Keep West Europe d'avoir un fonds de roulement en fait, qui permet de projeter à peu près sur 1 an le développement possible. Comme ça a un coût. Alors, en revanche, la chance aussi de Keep West Europe, c'est qu'il y a l'antenne américaine. Oui. Et comme je suis française, évidemment, je favorise quand même un petit peu l'Europe. Mais les outils qui sont développés par les États-Unis sont évidemment hors du budget de l'Europe. Et la Fondation a, elle, un autre système financier qui lui permet d'avoir beaucoup plus de budget. On ne redistribue pas d'argent en Europe, mais on soutient, on met à disposition tous les outils qu'on développe, dont évidemment l'application. Donc, ce n'est pas l'équipe West Europe qui finance ni les nouveaux designs très attractifs des cartes ou l'application, quoi. Et pour Butchalikou, Clémence? Alors nous, on a une majorité de financement privé, d'entreprises, de particuliers. On a 6% de notre budget qui est à travers la fonction publique. On a été labellisé par l'ARS, par la CPAM. Et le deal en fait de départ, c'était d'ouvrir si on avait 1 an de financement d'avance. Vu qu'on a quand même un loyer, on ne peut pas créer une structure comme celle-ci avec des bénévoles. Donc moi, j'ai monté l'asso bénévolement pendant 1 an et je suis salariée maintenant depuis septembre 2022.
On a une coordinatrice de parcours qui est à mi-temps et on a eu beaucoup de chance de croiser au début un mécène privé qui nous a assuré 5 ans de loyer. Ensuite, la Fondation du Crédit Agricole qui nous a financé la rénovation de la maison. Parce qu'on a trouvé une maison au Pays Basque, mais il fallait la rénover. Et après, en fait, on a monté des opérations. Comme disait Life, effectivement, nous aussi, au début, on essayait de prendre à peu près tout et on se dit, bah, on va sur plein d'opérations. Là, on essaye vraiment de mesurer l'impact parce que moi, je suis à temps plein sur tout. Enfin, j'ai 70 heures semaine sur la gestion de la maison et aussi les financements. Donc, on essaye de monter des partenariats pérennes avec les entreprises. Et là, on va développer tout un projet emploi et cancer pour justement accompagner les salariés, parce qu'on a 50% d'actifs parmi nos 150 adhérents. Donc, il y a un vrai sujet sur l'emploi, sur comment on arrête de travailler et accompagner aussi les entreprises à gérer les arrêts maladie, à gérer leurs collaborateurs qui sont malades, comment est-ce qu'après on les réintègre. Et ça, c'est un vrai vide qu'il y a aujourd'hui et notamment au Pays Basque. Donc, ça fait partie de nos projets de développement qui, nous, on l'espère, assurera la pérennité de l'association. Et est-ce que vous avez des liens entre vous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une permanence de Keep Abreast à Gotchaleku? Est-ce qu'il y a une permanence de Life à Gotchaleku? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant? Alors moi, j'accueille tout le monde. Vous n'allez pas oser répondre, mais nous, on accueille tout le monde. On a des forts liens avec Keep Brest. On a fait quelques événements ensemble avec Marie-Chou et l'équipe. Et oui, nous, l'idée, c'est que la maison, c'est un lieu de vie. Après, on a un certain nombre de salles. On accueille pour des réunions, pour différentes choses. Donc, tout se met en place. Et nous, il n'y a aucun souci. Et c'est avec plaisir pour accueillir qui souhaite venir faire ces actions à la maison. Mais il n'y a pas de permanence, par exemple, de live, comme c'est une fois par semaine, tu disais, une commission. les commissions, il y a jamais eu, par exemple, de commission non, pas encore, mais j'invite Clémence, enfin j'invite tout le monde à venir participer à une commission. C'est vraiment très intéressant, difficile mais intéressant. Et on comprend vraiment le fonctionnement quand on vit une commission. Avant, c'est vrai qu'on raconte notre histoire, mais quand on est face à ce dossier avec ces gens, ça peut être un enfant, ça peut être une maman, un papa, etc. On est dans une famille, on rentre oui, on rentre dans leur quotidien, dans leur intimité. Ça a plus d'impact. C'est sûr. Ah ouais, ouais. Donc, en effet, je trouve que ça serait intéressant de s'unir, mais on se connaît. Oui. Enfin, Nathalie, la présidente, connaît très bien le fonctionnement des des deux autres associations. Maintenant, ce qui manque un peu à tout le monde, puisque Clémence parle de 70 heures semaine, c'est en effet le temps. C'est ça. On est toutes bénévoles. Voilà. Là, Lauréat, cette semaine, elle a fait un dossier pour une fondation. On essaie aussi d'aller... Parce qu'on a Lauréat et Tess, voilà, qui sont deux alternantes qui travaillent pour Life, avec Véronique. Voilà, on les a accueillis là. Donc, Lauréat qui est plutôt axé social et Tess communication marketing. Et c'est un plus parce que d'abord, elles sont là une semaine sur deux. Nous, nos bénévoles, elles sont là, elles travaillent toutes. Donc, ouais. Voilà. On vous posera d'ailleurs la question de savoir comment et pourquoi vous avez intégré, parce que c'est pas évident non plus en tant que jeune de rentrer dans ce type d'association. Donc c'est intéressant d'avoir si vous voulez, si vous voulez prendre la parole là-dessus, ça serait intéressant d'avoir votre vision. C'est vrai que c'est une grosse prise de risque. Enfin, moi, personnellement, ma première commission, quand je suis sortie, j'ai appelé Nathalie, je dis non, bah alors, c'est même pas la peine. Je ne vais pas continuer. Je trouve ça trop difficile. Et puis finalement, il y a tout un système et puis on apprécie notre vie d'autant plus. Et il y a une formation quand même. Et ben, on est encadré au départ, on n'est pas tout seul, mais c'est vrai que les premières commissions, je me suis dit non. Pourtant, je suis aussi bénévole chez les gens de la rue, c'est pas simple non plus, mais là, il y a une dimension plus dramatique, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui, je trouve encore en France, qui est tabou, ce mot. On n'en parle pas, enfin, le mot cancer, c'est encore quelque chose qui coince. Et puis Nathalie me disait que ça amène aussi des fois des pertes de travail, mais aussi une perte de vie sociale.
parce que les gens ne savent pas comment se comporter ou parce que, je ne sais pas pour quelle raison. Mais enfin, j'en ai discuté un peu avec Nathalie sur son début d'histoire, où vraiment toutes les portes se sont fermées, voilà, jusqu'à la rue, comme tu le disais tout à l'heure. Mais c'est impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui, il y a ce genre de blackout. Enfin, Ouais. surtout Elle, pas, elle était notaire, avocat, elle gagnait très très bien sa vie. Enfin, et la maladie fait que, bah, oui, elle a vous tout êtes perdu. maman, vous êtes malade, ça va moins bien, vous travaillez moins. Et un jour, les associés ont dit, tu dégages. Et quand ça commence à rentrer dans l'entonnoir, c'est difficile de ne pas arriver dans la rue. Et l'idée vraiment live, c'est précarité et cancer, c'est les deux mots, vraiment éviter ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire toutes les deux? Allez, lancez-vous, on est entre nous. Bien sûr. On est dans la bienveillance. Vous inquiétez Pourquoi pas. nous, on a voulu aller dans cette association? Ouais, pourquoi? Et puis comment vous vivez ce stage, enfin, cette alternance? Ça fait une semaine, moi, que j'ai commencé l'IATS aussi. Honnêtement, au début, c'est un peu dur quand même parce qu'on ne connaît pas, c'est nouveau pour nous, donc voilà. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup aider les personnes en difficulté. Et là, du coup, le cancer. Après, pour les dossiers et tout ça, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir si on doit aider cette personne, si on ne doit pas l'aider, donc c'est compliqué. Mais bon, on se retrouve jamais tout seul, donc ça va. Et honnêtement, moi, je pense que mes 2 ans d'alternance, cette année du moins, je pense que ça va beaucoup m'apprendre sur la vie quand même, parce que c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Et voilà, je suis très contente d'être arrivée dans cette association. Et c'est pas ta formation de départ. Si, parce que moi, je suis en BTS ESF. Ah oui, d'accord, pardon. Non, parce que comme on t'entendait mal, c'est pour ça. Ah. Je ne sais pas si Clémence t'entend bien. C'est parfait. Ah oui. Bon, alors il n'y a que moi. Mais... ça va, Clémence. C'est le raisonnement du micro. C'est ça, merci. Mais tant qu'à faire, elle peut nous apprendre ce que c'est que l'économie sociale et familiale. C'est-à-dire, ça couvre quoi? Ça couvre quoi? Quelle formation tu as et tu es amené à faire quoi ensuite avec ce BTS? En fait, ça dépend de la personne de faire. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais être assistante sociale. Donc, je suis obligée de faire je ne suis pas obligée de faire ce BTS, mais j'ai quand même voulu faire ce BTS pour pouvoir trouver une entreprise, une association pour comprendre un peu ce que c'est le social, etc. Et après, sinon, pour être assistante sociale, je pouvais directement passer le concours d'assistante sociale. Mais moi, j'ai quand même préféré faire le BTS avant pour apprendre, pour mieux comprendre ce que c'est. Il y a d'autres issues possibles que l'assistante sociale ou... Oui, il y a éducateur spécialisé, il me semble. Et après, Et toi, alors? du coup, moi, je fais un BTS communication. J'avais inversé les deux formations. Du coup, je suis en 2e année. Première année, je n'avais pas d'alternance. Et du coup, j'ai voulu absolument en trouver une pour ma 2e année. Premièrement, parce que du coup, moi, la communication, j'avais cours qu'une semaine sur 2. Alors, la semaine où j'avais pas cours, en fait, je voyais pas vraiment ce que c'était la communication en entreprise. Et je voulais trouver une entreprise, une association. Bon, au départ, je savais pas trop qu'on avait le droit de faire dans une association. Et une entreprise, du coup, une association où il y avait des choses à apprendre, pas que de la communication. Je vais pouvoir m'enrichir. Par exemple, moi, le cancer et tout, personnellement, je connaissais pas forcément, même tout ce qui est assistance sociale et tout, moi, je n'étais pas trop là-dedans. Enfin, c'était pas forcément mes préoccupations, on va dire. Donc là, c'est important de découvrir ça, parce que moi, ça peut m'aider, ou même dans ma famille, si quelqu'un tombe malade ou quoi. Donc, c'est intéressant d'apprendre des choses, parce que j'apprends pas que la communication, j'apprends des choses de la vie aussi. Du coup, bon, pareil, ça fait que une semaine que j'y suis. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Du coup, voilà, moi, pareil, du coup, je dois faire des commissions sociales pour pouvoir après savoir comment bien communiquer pour l'association. Donc, les commissions sociales, ça
un peu compliqué, oui, parce qu'on a envie d'aider tout le monde, mais on peut pas non plus, enfin, on peut pas aider tout le monde à 100% parce que sinon, très compliqué. Mais oui, non, c'est après voilà, on se retrouve jamais tout seul pour prendre les décisions. Mais c'est important de pouvoir voilà, voir que la vie est différente pour tout le monde et qu'on n'a pas toute la chance de pas tomber malade. Enfin, il y a des gens malheureusement qui tombent malades très tôt et même moi je savais même pas qu'on pouvait. Enfin, en fait, j'avais pas pensé qu'on pouvait avoir le cancer enfin, si tôt, quoi. Donc voilà, ça ouvre l'esprit. Et Merci. On a de plus en plus de jeunes, de dossiers. Là, justement, on a traité un petit dossier cette semaine, enfin, un dossier d'une jeune fille de 25 ans. Donc, c'est vrai que là, ça fait écho directement. C'est clair. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez des questions déjà? Peut-être dans la salle, Martine, il n'y a que Martine pour l'instant dans la salle. On attendait quelqu'un d'autre qui n'est pas arrivé pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, comment vous employez l'art? Alors, comment on emploie l'art? Alors déjà, le corps de la femme en soi déjà est unique et c'est une œuvre d'art. Donc on fait les bustes en plâtre. Ah, c'est seulement ça, les bustes? On fait les bustes et après ils sont peints par des artistes contemporains. Donc je sais pas, on a fait une série par exemple il y a 2 ans à Nashville avec des artistes. On a fait des bustes que de femmes de la country music et on les a fait peindre par des artistes de ce milieu-là. On pourrait faire, je sais pas, moi j'adorerais faire les petits rats de l'Opéra de Paris. Ah, c'est vrai. En fait, c'est bien de faire un petit peu par thème, quoi. Donc, ça nous permet d'avoir des artistes qui sont engagés dans ce processus-là et donc qui sensibilisent eux-mêmes leur audience, entre guillemets, et ça fait comme ça un peu Pierre qui roule amasse beaucoup de mousse, quoi. On fait les surfeuses On du a Vésuve. les surfeuses, on les a faites, Ah oui. justement, enfin. Anne Chegoyen. Oui, voilà, bon, on l'a faite, oui, on a. Alors, oui, Anne Flore-Marxer. elle a été évidemment, c'est la marraine de ma fille. On a fait son buste. D'ailleurs, c'est son buste qui est dans mon bureau. Oui, on a fait beaucoup dans le milieu de la glisse. Parce que quand j'étais aux États-Unis, j'étais photographe de surf. Du coup, quand je suis rentrée en France, j'étais beaucoup dans ce milieu-là. C'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Chou. On a fait, oui, les surfeuses, les skateuses. Mais enfin, bon, maintenant que j'ai un peu plus de maturité, il faut quand même. Enfin, mon objectif en tant que directrice de la fondation, c'est de sensibiliser un public qui n'a pas accès à cette information-là. Alors, les jeunes, certes, n'ont pas accès. D'ailleurs, les filles en sont la preuve, puisque on se sent pas touché par. On peut pas. On pense pas qu'on a un cancer quand on va avoir 25 ans. On pense pas qu'on peut avoir un cancer. On peut avoir peur de tomber enceinte, d'avoir le sida, d'avoir un cancer de l'utérus éventuellement, mais cancer du sein, on ne se sent pas forcément concerné. Et quand on est homme, encore moins. Et quand on est homme, n'en parlons pas. Encore moins. Absolument. Les hommes, moi, pendant longtemps, j'ai dit que le cancer du sein ou du cerveau, c'est bon, je ne sais qu'il n'y a rien. Un homme sur 100. Un homme sur 100. Et dans mon conseil d'administration, j'ai un homme qui a eu un cancer du sein. Oui. Mais donc je ne sais plus où j'allais, mais Pardon. non, mais c'est pas. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Mais, en attendant, moi, je peux témoigner. Donc, je suis Christophe Pavin, je suis dirigeant d'ABL Emploi. Oui, ben là, vous avez été en partenariat avec Marie-Chou et Équipe Brest. Avec Marie-Chou et Équipe Brest. Nous, on est très investis sur les causes féminines. Oui, d'ailleurs, on avait fait la conférence. On a fait une conférence ensemble. Ça fait quelques années parce que je bosse avec Marie-Chou et je suis ami avec Anne Echegoyen. Et donc, on a investi au niveau de mon job, au niveau de l'entreprise. J'entends comme ce que vous dites sur 2 grandes causes féminines, le cancer du sein et les autres, mais surtout le cancer du sein, c'est vrai. Et on travaille beaucoup aussi avec l'UVI, l'unité de victimologie à Bayonne, qui reçoit les femmes victimes de violences. Puisque comme dans le cancer, les femmes victimes de violences, les 2 clés pour s'en sortir, c'est, alors au Pays Basque en particulier, le logement et le travail. Nous, notre métier, c'est de trouver du travail aux personnes. Donc, on conjugue les 2 et on essaie d'aider les femmes souffrantes et les femmes victimes de violences à retrouver un travail. D'où les opérations qu'on a faites avec Keep Brest. On se donne un petit coup de main aussi pour l'OP, Théâtre en Rose. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, et il serait peut-être intéressant aussi de parler de Théâtre en Rose. Ouais. Parce que octobre, c'est quand même un mois durant lequel il y a des événements très forts partout. Oui. Il y a une flash mob qui est en perspective. Je ne sais pas si elle a
Je ne sais pas si ça a bien avancé. Moi, on m'en a parlé au niveau de Malandin Ballet. Alors, il y avait, c'était à Ibos. Alors, je ne sais C'était- pas, moi j'en ai entendu parler Oui. avec Malandin. Ah bon, et d'accord. Voilà. Il y a eu une super vidéo faite Ouais, c'est ça. Ouais, avec ouais. Malandin, Vraiment, qui est vraiment très très belle. ouais, Ah, ouais. et alors, la flash mob aura lieu parce que là, il était question qu'on soit toutes et tous dans la rue pour faire ce flash mob. Alors là, j'aimerais beaucoup qu'il y ait quelqu'un de Keep Up West Europe derrière la table aujourd'hui, juste maintenant. Moi, je ne suis pas au courant de tous les événements. Ce que je sais, c'est que malheureusement, Ibos en Rose n'aura pas lieu cette année parce que les fondatrices de l'événement ont des difficultés personnelles qui ne leur permettent pas de faire l'événement. En revanche, en novembre, alors je crois que la date n'est pas encore calée, mais il y aura effectivement ce flash mob et le ballet Malandin a fait une chorégraphie absolument sublime. Qui est sublime, ouais. Et une vidéo, ils ont fait produire une vidéo magnifique qui permet d'apprendre les C'est étapes ça. de l'autopalpation. Alors, il y a la vidéo de leur chorégraphie et aussi une vidéo que chacun peut apprendre pour participer au flash mob. Donc, ça va être décalé Ça, dans ça le va temps, être- malheureusement, mais ça va se faire. Ça, c'était un grand rêve qu'on Oui, avait je pense d'avoir que un ça va être flash mob autour de mobilisateur. l'autopalpation. C'est Oui. vraiment génial. Ah, c'est super. Donc, c'est... Cette vidéo, donc de mise en scène par Thierry Malandin, va être projetée justement dans le Village Rose du 28 octobre, à l'espace Océan. Donc ça fait partie des actions, on va dire, de prévention qui nous tiennent à cœur. Et on va également avoir 2 danseurs sur une estrade au départ de la Marche Rose qui va avoir lieu le 28 octobre à 10h sur l'esplanade du Casino au niveau Océan. Donc là, on espère qu'on aura beaucoup de marcheurs et on va préparer les marcheurs. Alors, c'est une petite marche. On n'a pas voulu volontairement de course, pas de chronométrage, une marche qui fait 4 km, qui reste raisonnable. Il y a quand même l'avenue de l'Impératrice. Il y a du dénivelé. Il y a un peu de dénivelé, on est à Biarritz. Mais c'est une marche qui se veut essentiellement tournée vers les patientes, les familles. C'est marcher entre copines, marcher entre collègues. Donc, on a engagé pas mal de partenaires entreprises du Pays Basque pour promouvoir cette marche au sein de leurs entreprises, pour faire participer leurs collaboratrices. Et l'idée, avant de partir marcher, c'est d'avoir un petit temps de départ comme ça ensemble. Donc, il y a un grand yoga d'échauffement pendant un quart d'heure. Et il y a derrière 2 danseurs qui vont réaliser la chorégraphie mise en scène par Thierry Malandin pour les gestes d'autopalpation qui sont effectivement de plus en plus rapides, etc. Ouais. Et donc, ça, c'est le 28 octobre. Alors, le 8 octobre, c'est le village. Non, le 28 octobre. Alors, le 8 octobre, c'est... Non, il n'y a rien. Moi, c'est moi qui ai entendu le... Voilà. Donc, en fait, le 28 octobre, en fait, pour tout vous dire, cette année, le Village Rose, qui est un village que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, on s'est associé cette année avec la mairie d'Anglet et classiquement, comme d'habitude, avec le centre hospitalier de la Côte Basque et l'Institut du Sein du Pays Basque depuis qu'ils existent. Voilà. Ce sont nos principaux partenaires santé. Et cette année, dans le format partenariat tripartite, on crée un week-end rose à Anglet qui démarre le vendredi 27 au soir par un match à Lormady, un match Lormady amateur à la patinoire. Sera exécuté en ouverture de ce match une flash mob, qui n'est pas celle de Thierry Malandin, c'est une flash mob montée par une école de danse d'Anglet, et elle sera réalisée par la professeure de patinage artistique de la patinoire d'Anglet. Donc le 27, c'est le 27 au soir. Et Ensuite, le 28, c'est dans le 28, océan. alors le 28 au matin, on part de Biarritz, puisqu'on a réalisé le Village Rose 3 ans à Biarritz, et cette année, on va à Anglet. Alors, symboliquement, la marche emmène le village de Biarritz à Anglet, à l'espace océan. Donc, on fait cette marche, l'échauffement, le ballet for Boobies de Christophe Malandin. Ensuite, sur la journée, on accueille les marcheurs. Et là, on va les accueillir avec la maison Sport Santé d'Anglet, parce qu'on a à cœur aussi de promouvoir, on n'en a pas parlé, l'activité physique à la fois comme facteur de protection, mais aussi comme facteur de réduction de la fatigue quand on est en traitement, contrairement à ce qu'on peut penser. L'activité physique adaptée aide à être moins fatigué. Oui, c'est ce que fait Botaléco, d'ailleurs, ils ont Oui, c'est maintenant très, très reconnu. Et on va les accueillir avec la maison sport santé d'Anglet. On va proposer à ces marcheurs un petit bilan de leurs conditions physiques
avec prise de pouls plusieurs fois, exercice. On aura les rameurs du sauvetage côtier qui seront présents aussi, le smoothie bike de la Ligue contre le cancer. Bon, toutes sortes d'activités physiques pour aider à jauger, évaluer, étalonner sa condition physique. Ensuite de quoi ils seront orientés vers le stand de la maison de sport santé pour avoir des conseils, soit d'endurance, soit de musculation, soit de je ne sais quoi, c'est pas mon métier, mais ils ont sûrement plein de conseils à donner à chacun individuel. Et ensuite, pendant toute la journée, de 10h à 16h, le village qui regroupe à peu près une trentaine de stands rassemble d'abord des associations, les associations du Pays Basque, ceux qui œuvrent tous les jours, toute l'année auprès des... et qui n'ont pas beaucoup forcément de lien entre elles, justement. Donc l'idée, c'est un coup de projecteur au moins une fois par an. Alors c'est au mois d'octobre, évidemment, parce que c'est un peu le mois consacré, pour les mettre à l'honneur et les mettre en valeur. Donc Live sera présente, Keep a Breast est présente, la Maison Gauche à l'écho est présente, la Ligue est présente, Neige Capayette est présent, enfin, etc. Toutes les petites associations et grosses associations qui œuvrent au quotidien. Ensuite, on a des stands avec les professionnels de santé, du sport, de l'activité physique adaptée et du bien-être, qui sont à la fois soit qui font partie du panier de l'INCA, soit qui sont intervenants à la Digue ou à l'Institut du sein du Pays Basque ou au centre hospitalier de la Côte Basque. Et enfin, on aura au centre du village un parcours pédagogique qui a été créé avec nous par l'Institut du sein du Pays Basque, parce qu'on a repéré sur les 3 éditions précédentes que certaines femmes n'avaient pas tellement envie d'aller voir les stands des associations pour parler, mais avaient plutôt envie d'une espèce d'éducation par le self-service. Donc on a dit, OK, on va faire ce parcours pédagogique au milieu, et on espère que ça va engager les femmes en ayant un peu de matière et de compréhension et de plus d'assurance aussi, en ayant suivi ce parcours, d'aller ensuite à la rencontre des associations et des différents stands. Et enfin, on aura une salle dans laquelle le centre hospitalier de la Côte Basque viendra avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez sûrement les fameux bus d'éducation pour repérer à la fois les symptômes visuels, mais aussi apprendre à palper comme il faut sur soi, mais aussi sur des bustes. Et là, ces bustes présentent des anomalies qu'il faut détecter. Donc, il y a aussi un objectif vraiment éducatif très, très puissant. Le docteur Greletti sera présent, Clémence en parlait, bien sûr. Et on aura également un stand de la CEPAM qui fait tout un travail de phoning en amont sur le mois d'octobre pour donner des rendez-vous à toutes les femmes qui n'ont pas fait encore leur mammographie depuis au moins 3 ans. Donc l'édition du rendez-vous sera faite sur place. Les femmes viennent chercher leur rendez-vous imprimé et du coup profitent de l'espace pour l'objectif de prévention et de rencontre et d'émulation. Et ensuite, bon, l'inauguration aura lieu par les officiels à 12h15 parce que les maires n'étaient pas disponibles à 12h15 un samedi matin, il y a des mariages, il y a plein de choses. Et ensuite, à 12h15 a lieu la flash mob sur l'esplanade. Et puis ensuite, on continue toute la journée. Et à 17h, on invite tous les bénévoles, stands, etc., à prendre un pot pour se dire au revoir et clôturer ce mois d'octobre, puisque ça a lieu le 28. Nous, on démarre plus ou moins le mois d'octobre. Ah oui. Cette année, on a choisi délibérément de le finir et d'inviter aussi les organisateurs d'événements sur le mois à nous rejoindre pour se retrouver un peu tous ensemble. Parce qu'il y a d'autres événements, donc il y a le théâtre. Oui, le week-end du 21. C'est le 19, 20, 21. 21. Au Colisée. Oui. Avec le grand échiquier aussi, il y a voilà, le théâtre. Le samedi, il y a le grand échiquier avec Anne-Sophie Lapix. La veille, il y a une conférence qui est animée par Stéphanie Barnet. Stéphanie Barnet. Ça sont des intervenantes que nous, on avait fait venir l'année dernière. L'année dernière, oui. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière au Connecteur. Ouais. Ça avait été top. Et donc là, elles reproduisent. C'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que on peut aller chercher ses places sur Hello Asso. Il faut pas avoir peur d'y aller. Qu'il faudrait le grand échiquier le samedi après-midi et la conférence avec Stéphanie, elles sont gratuites, mais il faut réserver sur Hello Asso. Parce que c'est la salle du Colisée, donc elle n'est pas super extensive. Je pense qu'il faut dire que tout le monde peut trouver aussi le flyer commercial qui a été très bien fait par Crazy Home et qui explique tout ce qui est fait dans le programme. On peut le trouver sur Internet très facilement. Et là, vous avez toutes les modalités et vous avez le programme complet. Mais il y avait aussi un programme, alors je viens de le retrouver, mais je n'en ai qu'une partie.
Et donc, du coup, je ne sais pas si on parle de la même chose qui a démarré le 30 septembre et le 1er octobre. Non, c'est pas la même chose. Donc, il y a un autre programme. Il y a plein de choses. Alors oui, hein, tous les jours, Oui, alors, il y a des événements. il y a presque trop de choses maintenant. Ça serait intéressant d'ailleurs quand on parle de faire un peu de focus sur les assos. Nous, on essaye aussi de le faire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un calendrier presque qui fédère, global, qui fédère tout le monde et qui permettrait pendant tout le mois d'octobre, si on en rate un, ben, on va voir l'autre. Enfin bon, c'est dommage qu'on n'ait pas l'instant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici au Pays Basque, mais à Bordeaux, il y a un comité Octobre en Rose qui centralise toutes les informations. Alors, mais il faut rentrer dans le comité. Il y a quelque chose qui existe, c'est le centre de dépistage qui a fait parvenir à chaque asso le CRCDC, ceux qui coordonnent en fait le dépistage organisé. Et ils essayent tant bien que mal chaque année de centraliser tout ce qui se fait. Mais c'est difficile parce que finalement, tout le monde est un peu en décalage. Donc, il y a des boucles de mails, il y a des choses. Après, c'est en termes de communication. Et finalement, les médias relaient pas forcément. Mais ça existe. Après, ça nécessite d'être optimisé en termes de com. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prennent le lead. Et en fait, c'est le CRCDC qui, derrière, mesure l'impact de toutes nos actions, parce que l'objectif, c'est effectivement d'augmenter le taux de dépistage et le fait que les gens utilisent les courriers qui leur sont adressés par le dépistage organisé. Et malheureusement, force est de constater que les années passées, les taux n'augmentaient pas de dépistage. Donc, c'est ça sur quoi il faut qu'on arrive à travailler aussi. Et donc, ils ont cette mission, mais ce n'est pas encore totalement optimal. Mais ça progresse et ça avance et c'est quand même ça qu'il faut suivre. J'ai quand même encore une question sur ce que l'on peut vous apporter, en quoi on peut vous aider sur un plan, parce qu'on est des citoyens tous. Quel est le besoin que vous auriez aujourd'hui pour chacune de vos assos? Chez Life, on a besoin de bénévoles parce que on se rend compte qu'on est très occupés tous et qu'une action en entraîne une autre et que voilà. Donc des bénévoles, on recrute des bénévoles. Et puis, bon, bien sûr, on a toujours besoin d'argent. C'est les deux principaux. Alors moi, c'est ce que je dis souvent lors des mardis de l'ESS. On est tous des donateurs. Quasiment en France, je crois qu'on est tellement, enfin, on a plutôt un don assez important et la majorité du temps, on oublie qu'on peut faire des dons à des gens de notre territoire, que la déduction fiscale est la même, qu'on fasse un don à People Breast ou à Life ou à Gotchaliku, on aura la même déduction fiscale. Donc, quand on fait nos dons, je dirais annuellement, et généralement au mois de décembre, tout le monde se précipite pour payer moins d'impôts, au moins que ça profite aux associations locales. Je ne le dirai jamais assez. Et puis je pense aussi qu'on donne plus facilement à une association qu'on connaît. On sait, moi, enfin, Tess a fait pour Octobre Rose, elle a créé des petites tirelires qu'on dépose chez certains commerçants. Et à chaque fois qu'on on les dépose, au moins je sais où va aller l'argent et je sais pourquoi. Je sais que nous, chez Life, on ne donne jamais d'argent aux patients. Jamais. On ne fait jamais un chèque. On paye les factures. On paye le bailleur, on paye l'EDF, on ne donne pas d'argent. Et ça les rassure. Il y a eu des mauvaises publicités et c'est vrai qu'en local, on le voit pour plusieurs associations, les gens, quand ils connaissent l'association via un ami, ça aide énormément. Et puis de savoir de quoi on parle quand on s'y intéresse, on donne plus facilement, je pense. Je crois que ce qu'on peut faire aussi, c'est de parler de vous. Oui. Bien sûr, toujours. C'est relayer. De savoir comment vous contacter, ça c'est la question aussi. Aujourd'hui, si je veux contacter Life, je fais quoi? Je vais sur le site Internet, Life is Rose. Alors, on s'appelait Life is Rose. On est en train de se renommer Life parce que Life is Rose, les gens pensaient qu'on aidait que le cancer du sein. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on a un peu alors, on va surfer un peu on surfe sur la vague du rose, mais le mois dernier, c'était la prostate, donc c'était turquoise, donc on peut dire Life is turquoise, mais on va se faire rebaptiser Life. En effet, de parler des associations, quelles qu'elles soient, un jour, ça tombe dans l'oreille d'un chef d'entreprise qui dit « mais ça me parle ».
Gauche à l'écoute, ça me parle et j'aide et ça fait avancer. C'est ça qui est important. J'avais pas compris. En fait, donc vous vous occupez de tous les types de cancers. Tous les cancers, toutes les personnes et tous les Hommes et cancers. femmes, toutes les cancers. Voilà. Et toutes les infections de longue durée. Alors, Enfin, ça, voilà, justement, c'est là-dessus que- c'est après, je sais pas si tu vas en Oui, oui, reparler on va- après. oui, Ah vas-y. ben, on va peut-être On va passer. passer Alors, je sais pas si ça vaut la peine de passer Tu me dis. le film de Life parce que je pense que vous avez compris maintenant le fonctionnement de l'assaut. Mais alors, depuis 10 ans, le fait d'analyser tous les dossiers, toutes les commissions qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'il fallait éviter de recevoir justement tous ces dossiers. Donc, il faut travailler en amont. Et Nathalie, la présidente, s'est dit, on va créer un outil, une application qui va servir aussi bien aux patients qu'aux travailleurs sociaux et aux centres hospitaliers. Ça s'appelle PRISCA, ça veut dire, c'est l'acronyme de prise en charge du cancer et des ALD, affection longue durée. Alors, il y a un petit film, je ne sais pas si je vais le trouver. On va faire disparaître, voilà, il est au milieu. Bon, là, c'est une petite présentation. Hop, dans la Ouais. salle virtuelle, est-ce que vous voyez Oui, l'écran on voit très bien. Ok, super. Donc, en descendant les slides, bon, ça, c'est des petits slides qui expliquent, voilà, il y a des chiffres. On pourra le mettre à disposition. Vous pouvez aller le voir. On a un peu parlé de tout ça. Là, on explique justement ce qu'on fait sur toute la France. On explique, voilà, quand on tombe malade, il faut continuer à gérer sa vie quotidienne et son parcours de santé, ce qui n'est pas simple. Voilà. Et alors, du coup, cet outil PRISCA qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez expliquer cette histoire d'application dont vous parlez tout à l'heure. C'est quoi cette application et comment... Ah non, alors je vous explique avant de regarder le film. Au bout de 10 ans, Nathalie Savario s'est dit il faut vraiment éviter que la précarité arrive, il faut travailler avant. Donc, elle s'est dit on va créer une application qui peut être sur le téléphone ou sur votre iPad. Et cette application, elle est reliée, quand vous tombez malade, c'est relié directement aux assistantes sociales. Donc, c'est un outil aussi pour les assistantes sociales qui vont tout de suite réagir. Monsieur X a un cancer qui va durer 5 ans. Il faut tout de suite mettre en place l'aide adulte handicapé, toutes les aides qui sont possibles d'avoir pour lui. Donc, c'est 2 outils en fait. Et ce monsieur X, il va pouvoir, lui, le matin, sur son application, mettre son humeur du jour. Il va pas bien du tout ce matin-là. L'assistante sociale, en arrivant au bureau le matin, elle va avoir un camembert avec du rouge, du orange et du vert et elle va comprendre que dans le rouge, il y a monsieur X qui va pas bien, il faut que je l'appelle, il faut qu'on mette des choses en place. Donc, c'est un outil qui va aider le social à réagir sur la personne privée. C'est-à-dire qu'on vient en amont pour éviter à la limite que chez Life, on se retrouve avec des dossiers, des piles comme ça, de gens qui sont dans la précarité. On voit tout le temps des gens, si on avait mis en place avant des choses pour le loyer, avec la CPAM, avec leur assurance, etc., ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. Donc en fait, c'est une anticipation, c'est une prise en charge. C'est la mise en place d'un comptoir unique. Oui, et puis c'est surtout que ça relie vraiment le monde hospitalier au patient, à la personne malade. Lui, il va avoir à l'intérieur du contenu. On va pouvoir lui parler du yoga. Il va y avoir il y aura une icône pour tout ce qui est conférences, événements, etc. Il y aura sport et santé. Il y aura plein de données, plein d'informations. Ils auront leurs petites icônes. Ils peuvent se balader sur l'appli. Déjà, Alors, c'est en test à partir de là maintenant. C'est en test à Bergonié, à Marseille, à Paris. Parce qu'après, il va falloir former toutes les assistantes sociales, tous les centres. On peut aller former l'assistante sociale de chez Airbus à Toulouse, qui peut mettre ce système dans son ordinateur et quand quelqu'un est malade, tout de suite, ça crée une alerte. Enfin, ça va être une révolution. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter la précarité. On aura toujours des dossiers, mais c'est vraiment d'éviter de retrouver des gens dans des situations qui auraient pu être
évitée et prise en charge bien avant. Un cancer du sein, c'est quoi, 2 ans de traitement? Oui, Enfin, si tout va bien. C'est difficile de... Ouais, c'est difficile. Voilà, c'est Bah oui, difficile. Mais, Maintenant, elle a plusieurs années. Oui. et ça dévaste une vie de toute Voilà. façon. Donc, mais les assistantes sociales, elles vont réagir sur des cancers qui vont durer très longtemps. Elles peuvent mettre en place quelque chose de long, de pérenne, etc. Sur d'autres types de cancers, elles ont d'autres outils, elles vont pouvoir adapter à la pathologie et puis aider les familles. Magali, qui a bossé sur l'organisation de Théâtre en Rose, elle me disait qu'elle a son cancer du sein depuis 2014, je crois. Oui, bon après, on est d'accord, il y a le cancer, métastasé, etc. Mais c'est vrai que les assistantes sociales, aujourd'hui, elles ont les pathologies, parce que quand elles sont attachées au centre hospitalier, elles ont des orientations plus précises. Et du coup, elles mettent en place des choses complètement différentes. Les protocoles, quoi. Oui, tout à fait. Elles se calent sur les protocoles de soins. Mais c'est vrai qu'entre le protocole, la prise en charge et la vie réelle, hein, d'être maman et d'avoir un cancer, de ne pas pouvoir arrêter de travailler, de pas... Bon, c'est autre chose. Oui, non, c'est terrible. Voilà, donc tout va rentrer, et le Prescore est très bien fait. Chaque patient remplit toutes les questions qu'on lui pose pour avoir un vrai profil. Et après, c'est géré. Et puis, bon, il y a une interaction qui sera plus facile, je pense. Puis aujourd'hui, on est tous avec nos téléphones, nos applis. Oui, tout à fait. Et ça n'existait pas. Bah, sachez, je ne suis pas là pour faire de la pub pour la boîte, hein, pas du tout, mais Clémence, nous on travaille beaucoup. On a formé 2-3 personnes dans l'équipe qui s'occupent des personnes victimes de violences ou des personnes en souffrance pour les aider à les remettre au travail. On a créé des ateliers parcours vers l'emploi, on a créé des choses en interne pour recevoir les femmes qui subissent ce genre de situation. Parce que souvent, en effet, malheureusement, elles perdent leur job, quoi. Voilà, c'est très fréquent, contrairement à ce qu'on peut croire. Malgré un système social, on est aux Pays-Bas, Dieu sait si des fois, on dit souvent du mal de l'État français, mais malgré un système social qui marche bien en France, normalement. Oui, plutôt bien. Ouais. Un peu long parfois, mais plutôt bien. C'est quoi exactement? ABL. ABL. Emploi. Alors ABL, c'est l'acronyme de Aldi Batera Colana. Ah oui. C'est mieux comme ça. Et alors, vous recrutez des gens temporairement, enfin, qui ont... Voilà, donc on a une activité de cabinet de recrutement et de société d'intérim classique. On a une activité spécialisée sur le médical au niveau national. Et en local, sur le Pays Basque, on a dans l'équipe des personnes qui s'occupent plus spécialement des femmes qui nous sont indiquées ou qui viennent nous voir spontanément parce qu'elles ont un problème de santé lourd ou un problème de maltraitance. On travaille beaucoup avec Aterbea. La maison J. Ouais, et Alba, qui reçoit les femmes, et donc Luvie. Avec l'application que l'on a présentée il y a 2 mois, je pense, et il y a 2 mardis de l'ESS. Non, c'était le mois dernier. Sur l'application qui s'appelle Luciole, qui a été mise en place par Sébastien Carré. Pour les femmes qui sont victimes de violences. Ça serait intéressant de faire un petit forum sur les nouvelles applications, justement. Oui, ça serait une parce que idée. Prisca, ça va être génial. Ça, c'est pareil, Luciole, je l'ai vu passer. Luciole, ça va être et puis on se nourrit de contenu dans ces applis. Il faut mettre le livre qui parle, enfin, en l'occurrence, nous, ça va être sur le cancer, mais il y a plein de choses. La dernière crème qui peut aider. Enfin, on travaille beaucoup avec même le laboratoire même, en parler. Enfin, il faut nourrir ces applications. Donc, plus on est interactif entre nous, et plus c'est intéressant. C'est une excellente idée. Je retiens. Je pense que... Pardon, vas-y. Pas de souci, j'ai la vidéo, mais Création des applis. Eh ben, tu peux la mettre là. Écoute, au moins, tu peux nous la mettre là. Mais par contre, je suis désolée. Mais Clémence, elle connaît, je pense, Prisca. Oui, j'ai vu, et je rebondis sur ce que disait, je suis désolée, j'ai pas votre prénom, le monsieur de ABL. Ce sera l'occasion qu'on échange ensemble. Je demanderai à juste vos coordonnées, parce qu'on lance un programme avec cancer. On était avec le président de la CCI ce matin.
pour monter des choses Avec- avec ces PME, CCI et Alors, autres. C'est bien l'objectif de ces on- réunions, c'est de on se bosse, mettre en contact. on est le partenariat du site Emploi Pays Basque, qui est le site emploi du Pays Basque. Donc, il y a beaucoup de choses à Donc, mettre avec en plaisir. Je t'enverrai les coordonnées de tout ça. Avec plaisir. Après, je rebondis juste. Alors, moi, c'est ma casquette maison physique, mais le digital, c'est super, mais il faut créer des moments Ouais. où on donne accès à ces contenus en présentiel. Nous, c'est un de nos un cheval de bataille parce qu'on a beaucoup de gens. Alors, la tranche d'âge, ça va de 30 à 80 ans. On a 15 hommes à l'association. Et même quand on est jeune, dynamique et autres, on n'a pas forcément une facilité digitale à tout point de vue. Et ça, c'est important. Il y a des ateliers neurocognitifs pour travailler tout ce qui est plasticité cérébrale qui ne se font que en digital aujourd'hui au Pays Basque. Et nous, nos adhérents voulaient qu'ils aient 30, 40 ou autres se retrouver en physique pour être accompagnés et être soutenus. Donc, je pense que le digital est important et il faut créer des moments de vulgarisation de ces contenus en présentiel parce que même quand on a 60-70 ans, qu'on est au fin fond de la campagne basque, on n'a pas forcément accès à tout ça. Et je crois aussi, si tu permets Clémence, que le Covid nous a aidés à réaliser la nécessité aussi d'être ensemble, d'échanger, de se voir. Et il y a un virage quand même, hein, on s'éloigne un peu. Alors, il y a un double virage, parce qu'il y a aussi le virage négatif qui fait que beaucoup de gens ne se déplacent plus. Il y a un reflux aussi. On a les deux. On a le fait qu'on ait besoin de se retrouver, et à l'inverse, on sent quand même il y a eu tellement de webinaires, etc. Les gens ont pris l'habitude aussi de se connecter de chez eux. C'est clair. Et aussi, on a les deux aspects. On va mettre Clémence et Martine, on est désolé, une petite minute pour regarder la vidéo, et on revient tout de suite avec vous. Donc, Comment améliorer la prise en charge du cancer et des maladies ALD? Prisca est un dispositif connecté pour accompagner les patients, les familles et aidants, ainsi que les travailleurs sociaux. Cet outil digital est double avec une application pour les familles, les patients et les aidants, et une plateforme de gestion sociétale pour les travailleurs sociaux et intervenants de parcours, infirmières d'annonce, IPA, coordinateurs et coordinatrices. L'application offre 4 fonctionnalités majeures. Un scoring qui établit en 16 questions la situation de la famille. Appelée Priscore, cette donnée permet de déterminer l'urgence à agir pour les travailleurs sociaux et professionnels du parcours sociétal. Un lien automatisé avec les travailleurs sociaux pour faciliter les échanges et prévenir les fragilités sociétales. Une messagerie instantanée et sécurisée. Un moteur de recherche puissant pour obtenir des ressources et des contenus ciblés. Quant à la plateforme pour les travailleurs sociaux, elle propose un véritable outil de gestion des familles, un agenda interactif, une messagerie sécurisée interne et externe, un outil interne de partage de bonnes pratiques et d'actualités, et de la formation professionnelle en ligne. L'objectif, prévenir des fragilités sociétales et éduquer les patients sur les impacts que peut avoir la maladie sur leur quotidien. Ce projet est porté par l'association LIFE qui accompagne les familles touchées par un cancer en situation de fragilité et est développé avec l'agence digitale en santé Interaction Healthcare. Je vous en prie. Mais en effet, le 28 à Anglette, au village de Rose, il sera projeté. Voilà, c'est super. De toute façon, franchement, enfin, moi je le dis, je pense au nom de tous ceux qui sont présents, c'est vraiment magnifique. Les 3 assos sont superbes, de façon complètement différente, mais c'est ça qui est fabuleux. On a la prévention, on a le soin, on a tout ce qui entoure. C'est fabuleux et c'est effrayant en même temps. Savoir qu'aujourd'hui encore, on est autant besoin du tissu associatif et qu'on travaille tous comme des fourmis sur des petits axes minuscules qui avec énormément de bénévolat. Et énormément d'attentes et de besoins. Malades. Et comment expliquons ça? C'est ça qui m'importait dans la question qu'on s'était posée avec Nathalie. Pourquoi encore aujourd'hui? Parce que s'il n'y avait pas ces associations, il y aurait un grand vide, on est tous d'accord. Comment se fait-il que ça ne soit pas pris en compte? Parce que si, par exemple, Life n'est pas là,
les personnes progressivement tombent dans la précarité, dans la grande précarité, dans la très très grande précarité. Donc ça coûte plus cher à la société que de prendre au départ la personne dans son ensemble et dans ses besoins. Quand on fait de la prévention, on évite que les personnes soient trop tardivement dépistées. Quand on est en aidant comme les Clémence, où à la limite on va assurer que la personne se sente bien dans son parcours de soins et même après, qu'elle ait un lieu où elle puisse évoquer, discuter et échanger. S'il y avait passé, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une réponse sociétale à ça? Comment vous l'expliquez? Quelles sont les réponses qu'on vous donne? Alors, moi, d'abord, je pense qu'il y a un gros souci, c'est que le cancer accélère énormément. Depuis 2018, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de différents cancers, de plus en plus jeunes. Nous, on le voit chez Life quand on a les commissions sociales. Moi, la première chose que je fais, c'est regarder l'âge. Donc, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, les chiffres le montrent, mais il y a de plus en plus de gens atteints de cancer. Les perturbateurs endocriniens, le stress, enfin, on ne va pas tous les énumérer. Je pense que c'est ça qui... Alors, ça se passerait comment, en effet, comme tu dis, il y aurait plus de précarité. Ce que je trouve très touchant en France, c'est qu'il y a vite une réponse associative à un problème. Pour moi, une association existe pour répondre à un problème. Plus spécifiquement, l'économie sociale et solidaire. Exactement. Il y a un problème et tout de suite, je trouve que dans ce pays, il y a une réaction. Et ce qui fait, c'est une très grande force parce que l'État ne peut pas répondre à tout, partout, tout de suite. Donc, je pense que pour ça, on a une vraie force. Il suffit de voir, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, tout de suite se créent des associations. Et je pense que ça va durer. Donc, finalement, la réponse, elle est là. C'est que les gens ont du cœur. Et la différence avec les États-Unis, parce que l'État, il est un peu absent, non? Exactement, et c'est vraiment, moi j'ai beaucoup appris enfin, évidemment, en dirigeant la fondation américaine, parce que les attentes ne sont pas du tout les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, bon, le gouvernement est extrêmement loin, le gouvernement fédéral, il est inaccessible, à la Maison-Blanche. Après, il y a le gouvernement de chaque État, qui est aussi assez loin. En fait, aux États-Unis, les enfants, enfin, dès qu'on a 5 ans, 6 ans, on est déjà dans un boys club ou un girls club et on doit déjà aller vendre les petits gâteaux pour collecter des fonds. Donc en fait, on est obligé, enfin, l'éducation est faite de telle manière que chaque enfant est mobilisé dès son plus tendre âge pour porter secours, pour aider, pour s'investir, que ce soit avec son église, que ce soit avec les sans-abri, c'est obligatoire. C'est obligatoire quand on a dès 5-6 ans, et c'est obligatoire aussi quand on a 60 ans. C'est-à-dire que si on n'est pas membre d'un conseil d'administration à 40 ou 45 ans, si on ne siège pas dans un conseil d'administration de fondation, professionnellement, on n'a pas grand-chose, hein. Donc là-bas, c'est give or get, quoi. C'est-à-dire qu'un membre du conseil, c'est tu me fais un chèque de 50 000 $, ou alors tu organises un événement qui va rapporter 50 000 $. Autrement, on ne discute même pas. C'est tout. Donc, et moi, ça me met limite Et alors, en France, je suis de 75, donc j'ai vu quand même le tissu associatif un petit peu évoluer. Avant, on remplissait son petit dossier de subvention, on avait sa petite subvention, on était dans un État qui a été socialiste pendant longtemps, donc il y avait de l'argent qui abondait, qui n'allait pas ailleurs, hein. Ça voulait dire qu'on n'investissait pas dans autre chose, dans l'économie, dans d'autres choses, mais on investissait dans le social, et les associations, beaucoup, ont été nourries, se sont construites comme ça, ont eu cette dynamique-là. Et le jour où on a coupé un petit peu les fonds, donc bon, avec la crise de 2008, en gros, hein, on va dire, en gros, les associations historiques étaient complètement choquées parce qu'elles ne savaient pas demander de l'argent. Elles étaient gênées, les gens étaient gênés de devoir demander à des entreprises, bon allez, on fait un gros événement et puis vous sortez les carnets de chèques et vous donnez, quoi. On parle d'argent, on parle de fric et vous êtes là pour donner parce que ça vous fait du bien. Et en France, c'était motus et bousculus. On ne pouvait pas faire comme ça. Ou alors, aller dans les couloirs. Bon, alors, est-ce que tu vas donner? Oui, on va organiser ça avec notre petit groupe secret qui fait des choses tellement extraordinaires. Et moi, je vois les deux cultures et ça me fait un peu toujours, ça me surprend toujours énormément. Je pense encore que la France est handicapée du don et que les gens ne parlent pas suffisamment d'argent ouvertement.
Là, quand je suis venue, moi j'arrivais de Dordogne, là, et je me suis arrêtée à une station. Il y avait un gars qui avait une super belle voiture. J'ai trouvé qu'il avait une belle voiture. Je m'en fiche des voitures, j'aime pas les voitures, mais je suis allée le voir, je lui ai dit, elle est super belle votre voiture, je peux voir à l'intérieur. Et le gars, il en revenait pas. Parce que il me dit, bah, d'habitude, je la retrouve plutôt rayée. Et c'est ça, et c'est vraiment l'exemple qu'on donne aux États-Unis. On va aux États-Unis, wow, such a nice car, ben, c'est bon, c'est des signes extérieurs de richesse. Et ici, il faut pas trop quand même montrer qu'on en a. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'au final, les gens ont parfois honte même d'avoir de l'argent et ont parfois honte de donner. Moi, j'ai des gens, des donateurs qui veulent donner, qui disent, par contre, n'en parlez pas, hein. Ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont donné. Et donc, bon, je trouve extraordinaire ce que les associations en France font, mais je trouve que c'est un pansement sur une hémorragie et que la problématique, elle est beaucoup plus profonde et l'hémorragie, elle est là. On peut mettre des petits pansements, on peut faire des super projets, des super applis, mais il y a une véritable hémorragie. Et le problème, c'est quand même, comme tu l'as dit, les cancers de plus en plus jeunes et les perturbateurs endocriniens que, quoi qu'on fasse, on donne à nos enfants. Je veux dire, moi, super, on a un jardin permaculture à la maison, j'ai de l'argent, je peux acheter bio. Bon, ben super. Mais erreur sur le liquide vaisselle qu'on met dans le liquide vaisselle, je sors la tasse, elle sent, mais c'est infâme, quoi. C'est chimique, c'est... Donc, je vais manger bio et puis je vais donner la petite bouteille à ma gamine avec un perturbateur endocrinien. C'est pas possible. Et c'est ça qui est pas normal. Et ça, c'est pas les associations, c'est même pas les entreprises, c'est politique. Voilà. On nous a fait conduire au diesel parce qu'il y avait du pétrole, et maintenant on nous fait on nous fait rouler en électrique parce que on peut aller, ruiner le sol de la République démocratique du Congo. Donc, bon, et quand ce sera plus possible, on fera autre chose. Donc, pour moi, il y a une économie à tout, et malheureusement, je suis désolée de le dire, il y a une économie aussi au cancer et à la maladie. Tant qu'il y a des gens qui se feront de l'argent sur la maladie, il y aura aussi quelque part un petit peu cette maladie qui perdurera. Comment on trouve un truc contre le Covid là, en 6 mois, on nous impose à tous, et le cancer, il n'y a toujours rien. Moi, je suis... ça avance un peu quand même. Il y a des choses. Il y a quand même des réponses. C'est vrai que pendant longtemps, ça a mis quand du on temps. prend une autre maladie qui est le HIV, ça fait quelques décennies et on nous annonce enfin un test de vaccin qui a lieu en Inde, mais dont personne ne parle et tout le monde s'en fout, quoi. Mais moi, je pense après, et je crois que j'ai eu cette conversation avec Gilles déjà, et c'est un libéral, certes humaniste, mais un libéral qui le dit. Je pense que en France, en effet, on a un souci. Je sais avec beaucoup d'humilité, mais j'ai une expérience de vie de patron avec des hauts, des bas, des très bas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tellement voulu, c'est pas un jugement politique, hein, mais on a tellement voulu ubériser notre société que ça en devient dramatique. Et aujourd'hui, on critique le système états-unien, mais si on va en Suisse, si on va en Angleterre, à la clinique aux urgences, c'est pas la carte vitale qu'on vous demande, c'est la carte bancaire. Donc, c'est pas 30 €, c'est 5 000, 10 000. Hein. C'est énorme. Et en fonction de vos moyens, on va vous soigner en fonction de vos moyens. C'est-à-dire que si vous passez pas, j'exagère, par une amputation ou autre parce que ça coûte moins cher, on va faire comme ça. La réalité, elle est là. Et en France, on a voulu ubériser notre société. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui quittent leur job, et c'est un patron de moi qui le dit, qui s'installent comme auto-entrepreneurs sur tout un tas de métiers, d'activités qu'on retrouve chez Pôle emploi au bout de quelques temps. Donc, où on tape fort dans le social. Et je pense qu'en effet, on a besoin des associations parce que malheureusement, je pense que je parlais de l'UVI tout à l'heure, l'unité de victimologie. C'est une unité qui existe à Bayonne, qui est très particulière. C'est la seule en France à avoir fait le tour avoir créé un espèce de comptoir unique pour les femmes, les femmes, les enfants et les hommes victimes de violences. Mais ce qui est terrible, c'est que l'UVI, elle fonctionne sur le fonds de dotation de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital n'a pas le budget pour faire fonctionner l'UVI. Il faut être conscient de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est des sujets qui, politiquement, il faut être clair, tout le monde s'en fout. En clair. Hein. Mais à part faire de la démagogie de temps en temps et dire on va s'en occuper. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, vous dites pourquoi les associations sont nécessaires finalement, pourquoi l'État ne prend pas tout en charge. On se rend compte que on peut trouver une forme de réponse dans ce que les associations apportent. Les associations, elles apportent
de la proximité, de la rapidité et de la transversalité, ce que l'État n'apporte pas. L'État reste cloisonné, l'État n'apporte pas rapidement des réponses. On le voit, la moindre petite subvention, même de 1 000 euros, c'est un dossier comme ça. Maintenant, tout est numérisé, donc si en plus vous êtes perdu dans un coin où il n'y a pas la fibre, enfin, c'est absolument ingérable. Et il n'y a pas cette proximité. Il y a une distance. On vit dans une société à la fois du concept et de la culture de l'emballage. Il faut quand même, on est issu de cette société de consommation. Ce qui est important, c'est comment on présente les choses, c'est les plans A, les plans B, les plans machin, c'est beaucoup de communication, mais on n'est pas dans le contenu. Or, les associations sont dans le contenu. On le voit, Gauche à l'écoute, c'est les soins, vous, c'est la prévention, vous, c'est la précarité. On est dans le contenu quand on est là. Là, on est en train d'adresser tous les jours des dossiers avec des gens. Et des gens qui sont même adressés par la CAF, qui sont même adressés par des structures qui sont censées normalement répondre aux besoins. Oui, bah alors quand on a été confronté à ces structures-là, on le sait, elles l'adressent du mieux qu'elles peuvent. Et moi, je suis quand même très fière et très contente d'être française, parce que on peut vanter des tas d'autres pays, mais on a quand même un système social qui est quand même présent. On a quand même, on dit qu'on a le meilleur système de santé au monde. Je pense que c'est faux. On a le meilleur système de remboursement de soins médicaux. On a un des meilleurs, voilà. Voilà. Parce que de soi, on l'avait. Mais on a quand même ça. On a quand même ça. On a aussi des centres de recherche. Donc on est dans un pays qui est quand même bien doté. Mais les associations, pour le coup, c'est comme un tissu. Le tissu, il y a la trame et puis il y a tout ce qui est en transversal. Et pour que ça tienne et que ça fonctionne, il faut les deux. Oui, mais il faut réinventer une économie autour. Enfin, oui. Alors c'est pour ça que j'allais rebondir là-dessus. C'est vrai que l'une des raisons de l'économie sociale et solidaire, parce que là on parle d'association, mais l'économie sociale et solidaire c'est plus large et ça prend en compte jusqu'aux entreprises qui décident de rentrer dans un schéma de solidarité et d'utilité sociale, puisque c'est des entreprises solidaires d'utilité sociale. Et ce qui prouve qu'aujourd'hui on est peut-être en train de changer d'échelle, entre guillemets, pour certains tout au moins, avec une recherche de sens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les structures associatives. Il y a dans l'ESS une transversalité et surtout une complémentarité entre les entreprises, les structures, les assos, pardon, les fondations qui viennent renforcer le travail et le maillage des assos. Enfin, c'est pour ça que nous, sur Cabilla, c'est hyper important de mettre en avant les structures, on dit rarement association, on dit les structures de l'ESS, parce qu'on pourrait avoir tout aussi bien une coopérative. Vous pourriez très bien être en société coopérative d'intérêt collectif, ce qui permettrait d'obtenir des fonds autant de l'État que de l'Europe, etc. Et de privé. C'est une mutualisation des fonds. Et on peut aujourd'hui, enfin, il y a un panel dans l'économie sociale et solidaire qui est très vaste et dont les gens ne connaissent que la partie associative et que la partie sociale et solidaire et très peu la partie économique, parce que lorsque tu avais fait ton événement avec la coopérative de meubles Alki, qui est une coopérative, voilà, et qui est pour autant qui est une vraie entreprise, en fait, qui est une entreprise qui n'est pas du tout dans le social, mais qui par contre travaille avec une éthique à tout point de vue. Voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est vrai que je posais la question tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne conscience à la fois de la réactivité des structures de l'ESS, et c'est hyper important de voir qu'il y a aujourd'hui, on est en train de développer d'autres structures que les assos. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est pour ça qu'à un moment donné, il pourrait presque y avoir une coopérative entre Gauche à l'écoute, Keep of West et Life, pour créer une coopérative du soin et plus vaste. Et ça serait super intéressant parce qu'il y aurait une mutualisation pour ne serait-ce que les applis, etc. Enfin, il y a plein de choses à inventer dans l'ESS. Oui, et en même temps, ça crée des petits freins. C'est-à-dire que si nous, Life, on ne garde pas notre petite vie, notre petite vie à nous, dans nos petits locaux. Non, mais alors, fédérer, je trouve très important. Voilà. Fédérer et mutualiser des moyens. Ouais. Voilà, une coopérative, c'est un peu comme dans les entreprises classiques, une holding.
Une holding ne veut pas dire que toutes les structures, sociétés anonymes, disparaissent. C'est un chapeau avec une possibilité de on a tous besoin des mêmes compétences. Donc c'est vrai que on a tous besoin d'une secrétaire, on a tous besoin d'une chargée de corps, on a tous besoin. Donc c'est ça. Et ça évite de faire 70 heures. Et de nous rendre une Clémence fatiguée. Bravo. C'est terrible. Mais c'est intéressant. Je te défends, Clémence. C'est gentil, je vous écoute et je réagis pas. Mais quand nous, on a lancé le projet avec Sylvie, donc moi, je l'ai bossé chez Publicis avant sur un événement qui s'appelle Viva Technologie. J'étais en charge des partenariats. J'avais jamais mis un pied dans le monde de la santé. Sylvie était patiente et on a beaucoup parlé d'argent. Vraiment, on allait voir les établissements de santé. Enfin, notre budget, il est transparent, c'est 250 000 euros par an. On vient de publier notre rapport d'activité. On a une très grande transparence sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Et on nous regardait beaucoup avec des gros yeux. On a eu Et puis petit à petit, ils ont compris en fait la structuration, la transparence. Je pense que dans le monde associatif, aujourd'hui, et je sais que vous le faites aussi, Keep Brest, vous publiez votre rapport d'activité, il y a quand même un vrai sujet sur où vont les fonds. Il y a des gros sujets avec l'ARC plus tôt. Et l'ARS, on a ces échanges avec eux, aussi, enfin, chaque ARS est différente. Et c'est là, on parlait tout à l'heure de l'État, il y a la décentralisation des pouvoirs de l'ARS régionale, chaque ARS est différente, et vous avez des zones qui sont beaucoup mieux dotées sur tout ce qu'on vient de se dire. Dans le nord de la France, par exemple, alors bon, ils ont des sujets de taux de mortalité qui sont plus élevés, mais il y a une très grande disparité aussi entre les régions, et où chacun fait des choses très, très différemment les uns des autres, et ça nécessiterait effectivement des labellisations, des choses pour avoir un maillage territorial qui soit plus fort. Et nous, on va faire une étude d'impact et l'idée, c'est après de voir comment on peut essaimer ces modèles-là et les faire à plus grande échelle. Mais derrière, c'est des humains, effectivement, c'est des financements, et il faut réussir à tout mettre en place. Mais il y a beaucoup de choses et on voit le grand hôpital de Charleroi nous a contactés parce qu'eux aussi montent une maison de soins de support et sur du fundraising et pourtant ils ont une fondation nationale contre le cancer qui investit dans les soins de support. Donc c'est très intéressant, très disparate et très culturel, je pense aussi. Je suis assez d'accord avec ce que disait Lorraine. Il y a quand même en France, l'argent est tabou. Oui, c'est vrai. Donc soit il est sale, soit il devient propre quand on l'utilise pour des bonnes causes, mais quand on va le chercher, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On a du mal. Ah oui, nous, à une toute petite échelle, pour monter le village rose, on n'est pas du tout sur les budgets que vous avez à gérer pour un fonctionnement au quotidien. Mais rien que pour monter une journée, pour monter une sorte de salon, mais c'est effroyable ce qu'il faut déployer comme énergie et comme argumentation pour faire comprendre que c'est important que les associations se rencontrent, qu'elles rencontrent les professionnels. Et pourtant, quand ces financeurs viennent après et constatent cette émulation voilà, ce que ça produit et ce que ça génère comme valeur ajoutée, mais si on retourne les voir l'année d'après, c'est ah oui, c'est vrai, mais alors mais parce qu'ils n'ont pas cette culture. Mais si, quand parce qu'ils apprennent dès l'enfance, oui, non, ça c'est différent, c'est du jeu. Et puis il y a la compétition un peu. Attends, moi j'ai vendu 3 gâteaux, t'en as vendu combien toi? Et regarde, mes gâteaux, ils sont meilleurs. Et bon, c'est une dynamique. Après, mais eux sont quand même sur la culture du pionnier, excuse-moi, Gis. Oui. Nous, on est sur une culture où on a quand même coupé la tête au roi qui incarnait le privilège et l'argent. Donc, on a quand même des points de départ qui sont éminemment distants. Mais ce que disait Lorraine tout à l'heure, en France, souvenez-vous, quand on était petit, pour certains d'entre nous, on a été faire du porte-à-porte pour vendre des tickets de tombola pour la fête de l'école. Et on le faisait quand on était gamin et on n'avait aucune difficulté et on était vachement content quand on rentrait à l'école de dire moi j'ai vendu 10 billets de tombola. Récemment on a fait pour les petits canards de Cambo, tout le monde s'est marré parce que j'ai vendu mes petits canards comme si j'avais 10 ans et mais c'était trop rigolo et je vendais mes petits canards et tout parce qu'on l'a fait quand on était enfant. Ce qui est surprenant dans ce que tu disais tout à l'heure, ça me rappelait ça en me disant mais c'est vrai,
on n'en voit plus de On ça. n'en voit plus. Ah, il continue à le faire. Parce que moi, j'ai pas Alors, un gamin. excusez-moi, j'ai pas peut-être un qu'à gamin qui Biarritz. vient sonner chez Ah moi. oui, bah moi je viens d'acheter 4 billets de tombola. Non, parce que moi, il n'y a pas un gamin qui vient sonner chez moi. Ils ont... Ah bah ils osent peut-être pas, mais oui, ils osent. C'est ça. Ouais. Alors, sûrement. Mais un gros nounours sur la porte. Nous, l'école privée catholique d'Arcachon, elle fait une collecte de fonds. Par la dynamique de la directrice, elles font une collecte de fonds. Ils font des Les gâteaux. enfants font des gâteaux en Ouais, octobre. Et c'est l'école catholique privée. Mais j'allais dire, il y a l'école d'Arcachon. catholique, il y a les aumôneries et il y a les scouts. Voilà. Mais après, après, il y aura certaines écoles dans ça. Et on avait aussi il y a un projet pédagogique qui va s'investir. Mais Miguel qui veut intervenir. Non, je voudrais parler un peu de la vie associative. Beaucoup d'expérience. Il faut que tu parles un peu plus fort. Dans la vie associative, je pense qu'on a créé 8 associations. On a créé aussi un commerce, marché équitable qui a duré 12 ans, tout avec des bénévoles. Bon, on a beaucoup d'expérience de ramasser de l'argent aussi. On sait beaucoup d'argent dans cette expérience. Et je pense que ce qui est important, c'est, parce que je ne pense pas que les adultes ou que un peu les vieux soyons un peu en retard de ce que nous avons été. Moi, je pense qu'on n'a pas su transmettre, surtout, ou on n'a pas eu les outils pour transmettre à plus jeunes que nous de nos problèmes, nos soucis, et ce qu'on pouvait faire totalement bénévolement, c'est-à-dire dans la gratuité la plus totale. Et on n'a pas su non plus, transmettez-nous, hein, on n'a pas su transmettre non plus les moyens pour avoir de l'argent, pour imposer ce qu'on voulait, et faire des actions qui disaient j'ai eu ça, donc je l'aurai. Ouais, c'est ça. Je l'aurai. Et cette volonté, je pense qu'on n'a pas su transmettre. Et entre autres, je pense qu'on n'a pas su transmettre parce que les valeurs sociales ont changé, à mon avis, c'est grâce au système capitaliste et grâce à la nouvelle monde qui nous offre d'être parmi les meilleurs avec la meilleure voiture. Parce qu'il y a beaucoup. C'est que ça. Dans tout ce qui est opposition au système actuel, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas beaucoup de faits. Et donc, on accepte que dans cette société, ben, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui ait une voiture, une espoir, et l'autre, il gagne je ne sais pas combien d'argent, tout le monde maintenant, tout le monde veut être des joueurs de foot, parce que là, on vit dans un monde de dupes. Mais c'est tout à fait juste. Mais non, mais je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir transmettre. Ça, c'est difficile parce que précisément ce nouvel type de développement économique et social nous éloigne de ça. Et parce qu'ils cherchent surtout à la relation personnelle. Moi, oui, mais justement, dans ce que vous dites, dans transmettre, il y a être. Et avant d'aller demander à quelqu'un de me faire un chèque, je veux le connaître, je veux savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le sensibilise. Si le cancer du... Mais pour ça, il faut être, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'incarne, qu'est-ce que j'ai envie, dans quoi j'ai envie de m'investir. Et quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut défendre, la moindre personne qui vient et qui va avoir le petit grelot qui nous rapproche de la cause qu'on veut défendre, ben, on est prêt en fait, on est là, on est mûr, le fruit il est prêt à tomber. Mais après, à communiquer à tout le monde, à demander à tout le monde, de s'engager, ben, on met aussi les gens dans une position de bon, ben, c'est comme regarder trop de choses à la télévision, quoi. On ne sait plus quoi regarder. Alors on est sur Netflix, qu'est-ce que je regarde, une série, un film, on ne sait plus. Mais on peut penser qu'en France, je ne suis ni sociologue ni économiste, je n'ai pas cette prétention du tout. On a quand même des gens assez paradoxaux et assez excessifs. C'est-à-dire, comme vous le dites tout à l'heure, le jour où on a voulu changer notre système monarchique, on a coupé notre roi en deux. Après, c'est compliqué pour discuter et pour essayer d'organiser les choses autrement. On peut avoir le sentiment qu'on a une société de plus en plus égoïste et en même temps, le caritatisme, ça existe en France. Je veux dire, on trouve des gens pour donner un coup de main, pour le cancer, pour plein de sujets. Donc ça existe. Par contre, ce qui est sûr, et comme je disais tout à l'heure, c'est un libéral qui le dit, mais on veut ubériser notre société. C'est-à-dire là, on tombe dans la démagogie en disant tout le monde peut faire et gagner des sous en étant tout seul dans son coin. Donc on développe l'égoïsme et la recherche de la performance égoïste, à mes yeux. Ça n'engage que moi. Mais
c'était un peu le drame de notre société. Maintenant, je pense que les jeunes aujourd'hui commencent à réagir et je pense que la quête de sens. Voilà. On avait travaillé un mois de l'ESS il y a 2 ans, la quête de sens, c'est-à-dire d'essayer de faire que la différence essentielle, je crois, entre le monde d'avant et notre monde aujourd'hui, c'est que les gens se sont rendus compte que travailler, certes, mais comme tu le dis très bien, il faut être d'abord, savoir pourquoi on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est la quête de sens. Et je suis convaincue. C'est pour ça que l'économie sociale et solidaire, je suis un peu. C'est dans ton rôle, tu es. Merci. Depuis des années, parce que je pense, et quand je vois toutes les structures qui se mettent en œuvre, et tous les projets, et toute l'innovation qui arrive, et beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent le problème climatique, faut arrêter de penser que les États, les politiques vont s'en emparer. On va s'en occuper. Et c'est des gamins de 12 ans qui commencent à nous titiller, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une réaction. Alors, par contre, je suis d'accord avec Miguel, on n'a pas su transmettre. À un moment donné, il y a eu un vide. Et je pense qu'on vient de passer une dizaine d'années où il y a eu un vide. Et les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont votre âge à toutes les deux aujourd'hui, ne sont pas ceux qui ont 30 ans. Ceux qui ont 30 ans, il y a eu un espace vide, je crois, où justement on n'avait pas transmis. Mais aujourd'hui, et à cause du phénomène climatique, je crois, les gamins s'emparent, se disent, bon, allez, on ne peut pas compter sur les vieux. On va Greta aussi. Hein. Sur l'État, sur les vieux, sur tout le monde. Ils se disent, c'est notre vie. Et la différence, elle est notable. Ils ne vont pas aller voter et ils vont agir. Enfin, la différence, elle est aussi là. Enfin, à mon avis. Mais il y a une très belle énergie. Mais il y a une belle énergie. Il y a une très belle énergie des associations. Il faut regarder ça, il faut aller devant. Et je pense qu'en effet, cette génération-là, 18 ans, il y a eu un vide d'éducation. Je pense que l'école a pas... Bon, il y a les parents, mais il y a aussi l'école. Mais je pense qu'il faut regarder tout ce qui est positif et qui est quand même incroyable. Parce que le projet, la Maison Gauche à l'écoute, c'est super. Les associations, c'est une union de gens qui regardent dans la même direction, qui sont souvent pas payés. Il n'y a pas d'histoire de salaire, d'ego, de tout ça. On va répondre à une problématique, on est tous dans le même sens. Alors oui, peut-être que ça manque un peu de fédération, etc. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'il y a beaucoup de choses très positives et surtout une très très belle énergie. En tout cas, à Biarritz, moi je trouve qu'il y a une belle énergie. Surtout le Pays Basque. Oui, surtout le Pays Basque. On va peut-être clore sur cette... Est-ce que vous auriez des choses à rajouter, Clémence? J'ai pas entendu, excuse-moi ta question. Non, je disais qu'on allait peut-être clôturer sur un mot aussi plein de dynamisme de Véronique. Est-ce que toi, tu rajoutes quelque chose? Et Martine également, ouvrez votre micro pour pouvoir le mot de la fin. Moi, je rajouterais qu'on parle beaucoup du cancer et que c'est un mot qui fait très peur, mais finalement, il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Et un adhérent, on va lancer un arbre à message pour les opérations sur lesquelles on va aller, disait quand le doute n'a plus sa place, l'espoir prend tout l'espace. Et je pense que c'est à peu près ça qui nous anime tous, mais qui nécessite beaucoup d'implications diverses et variées. Et voilà. Pour le mot de la fin. Que des voilà. paroles, et on est là pour se soutenir. Il reste Lorraine. Après, Martine, peut-être un mot. Est-ce que vous avez la réponse à ce qu'on souhaitait poser comme... Oh non, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Non. J'apprécie ce dynamisme. Il faut garder cet optimisme. Il faut croire en l'humain, voilà, et en ses capacités. Je crois que c'est... Voilà, j'ai envie de dire, quelle que soit la personne, vous clôturez de façon remarquable. Lorraine, c'est à toi la parole. Et là, Lorraine, la pression est énorme. La pression, oui, enfin, il faut qu'on se réinvente autant que la vie nous challenge chaque jour. Donc, on doit juste se réinventer et puis remettre son ouvrage sur la table chaque jour, mais avec envie, optimisme et les moments partagés comme celui de ce soir nous aident, je pense, tous à nous redynamiser et nous remobiliser. Eh ben, merci. Alors, merci à Gilles. Oui, merci Gilles de nous avoir accueillis. Merci à tous.
Mais bon, J'ai merci voulais pas beaucoup à qu'elle vous en dise tous. un peu plus l'équipe là pour les gens sur le théâtre. Oui, il va y avoir. ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le Voilà, et flyer. je vais Il y a les regarder à QR tout le codes pour monde. la flash mob pour la prendre, Voilà. et puis la marche. D'accord. Et puis je vous donne tous rendez-vous pour venir faire la marche et puis faire avec les deux danseurs Ah oui, justement les gestes. Ça, c'est super. Ce qui tient bien à cœur à Keep a Breast, c'est ces gestes qu'il faut apprendre et pratiquer sur soi. Donc, et là, ça se fait en plus, voilà, à plusieurs, à côté de l'océan. En plus, on a quand même une chance extraordinaire d'habiter ici et de le faire dans des conditions magiques. Mais voilà, moi, je vous enverrai le. Ok, moi je l'enverrai à tout le monde. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, Véronique. Merci à Clémence. Merci à vous tous d'avoir participé. On les applaudit. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Oui, voilà. Alors, vous dire du cœur des autres. Mais on a le verre de l'amitié, bien évidemment, et on a